Imagine un empire qui s'effondre en quelques mois. Des temples incendiés, des dieux renversés, des chefs capturés. Et au milieu de ce chaos, les femmes Incas. Car après la conquête, les Espagnols ne se sont pas contentés de voler l'or. Ils ont pris les femmes comme butin, comme récompense, comme outil de domination. Ce qui est arrivé aux femmes Incas après la conquête espagnole n'était pas un simple dommage collatéral. C'était un choc culturel, sexuel et politique qui a détruit des vies et redessiné tout un continent. Alors que s'est-il réellement passé, loin des récits héroïques et des manuels scolaires? Tu imagines te réveiller un matin dans un monde qui a toujours tenu debout et le soir même, sentir que tout ce qui te protégeait est en train de disparaître? Pour beaucoup de femmes Incas, la conquête n'a pas commencé par une bataille glorieuse. Elle a commencé par une rumeur. Des hommes étranges, venus de très loin, avec des animaux géants qu'on n'avait jamais vus, des armes qui font du tonnerre, des promesses, puis des menaces, et surtout, l'incertitude. Parce que quand un empire vacille, ce sont souvent les corps des femmes qui deviennent le champ de bataille le plus silencieux. Le monde Inca, c'était un système. Pas parfait, pas gentil au sens moderne, mais un système qui donnait un cadre, des communautés organisées, des obligations, des protections, des alliances entre familles, même la vie intime, la place des femmes, la sexualité, tout était encadré par des normes, des rites, des statuts. Et là, soudain, arrivent les Espagnols. Pas seulement des soldats, mais un mélange explosif, conquistadors en quête de richesse, prêtres convaincus de sauver des âmes, interprètes coincés entre deux mondes, et alliés locaux qui voient une occasion de se venger de rivalités anciennes. Dans ce genre de tempête, la première chose qui s'effondre, ce n'est pas la pierre des temples, c'est l'ordre social. Quand l'autorité Inca recule, qui décide? Qui protège? Qui punit? Qui garantit les règles? Dans les villages et les villes, la réponse devient floue, et c'est exactement là que les abus naissent. Parce que le pouvoir des Espagnols, au début, n'est pas administratif, il est brut. Il repose sur la peur, l'effet de choc, l'humiliation publique et l'idée que tout peut être pris. Et quand on peut tout prendre, les femmes deviennent une prise, pas par accident, par mécanique de conquête, et avant même que les chroniqueurs écrivent leurs récits, avant même que les autorités coloniales mettent des lois sur le papier. Sur le terrain, la réalité s'installe. Des femmes déplacées, arrachées à leur communauté, offertes comme cadeaux politiques ou prises de force dans le chaos. Et si tu te demandes, mais comment une société aussi structurée a pu basculer aussi vite? C'est ce qu'on va comprendre maintenant. La conquête, ce n'est pas juste une armée qui gagne. C'est une chaîne de rupture. D'abord, les chefs. Quand les Espagnols capturent ou neutralisent les figures d'autorité, ce n'est pas seulement symbolique. Ça désorganise tout le réseau, les décisions, les échanges, les sanctions, les protections. Et pour les femmes, ça veut dire une chose très simple, moins de barrières entre elles et la violence. Ensuite, il y a les alliances. On oublie souvent un détail inconfortable. Les Espagnols ne sont pas seuls. Ils avancent avec des alliés indigènes, parfois forcés, parfois opportunistes, souvent pris dans leurs propres conflits. Et dans ce nouvel équilibre, la position des femmes devient encore plus vulnérable parce qu'elles peuvent être réclamées par plusieurs camps. Dans certaines zones, les communautés tentent de négocier. Prenez ceci, laissez-nous cela. Et ceci, trop souvent, ce sont des personnes. Des jeunes femmes présentées comme des cadeaux de paix, des preuves de loyauté. Ça peut paraître monstrueux, mais dans un monde où la survie collective est en jeu, les décisions deviennent brutales. Une famille pense sauver 10 vies en sacrifiant une. On n'excuse pas, mais on comprend le mécanisme. Et puis, il y a le facteur religieux qui rend tout encore plus sournois. Les prêtres parlent de moraliser, de corriger, de convertir. Mais sur le terrain, la conversion se mélange à la domination. Une femme baptisée peut être rebaptisée d'un nouveau nom,
rattaché à une nouvelle maison, à un nouveau maître, à une nouvelle protection. Ce mot qui sonne bien, mais qui peut cacher une cage. Et il faut dire une vérité dérangeante. Les Espagnols arrivent avec une idée très forte de la hiérarchie. Dans leur regard, certaines femmes deviennent des symboles. Les femmes nobles incas, surtout, sont vues comme des trophées politiques. Les contrôler, c'est contrôler une lignée. C'est s'approprier une légitimité. C'est envoyer un message. Votre sang, votre prestige, votre futur appartient désormais à l'ordre colonial. Alors, très vite, on assiste à une transformation. Les femmes cessent d'être seulement des membres d'une communauté et deviennent des objets d'échange dans une nouvelle économie de pouvoir. Et c'est là que la violence prend deux visages. Le premier est brutal et immédiat. Le second est administré, déguisé en union, en protection, en alliance. Et devine lequel laisse les cicatrices les plus profondes? Souvent, c'est le second. Quand on parle de ce qui est arrivé aux femmes incas, il faut éviter deux pièges. Le premier, c'est de les réduire uniquement à des victimes silencieuses. Le second, c'est de raconter leur souffrance comme un spectacle. La réalité est plus complexe, plus humaine et parfois encore plus tragique. Beaucoup de femmes ont tenté de survivre avec les armes qu'elles avaient, l'intelligence, la discrétion, les alliances, parfois la fuite, parfois l'adaptation, parce que dans un monde renversé, survivre devient un acte, et souvent un acte douloureux. Certaines se cachent, changent d'identité, s'appuient sur des réseaux familiaux. D'autres cherchent à se placer sous une protection moins dangereuse. Oui, ça existe. Choisir le moindre mal, quand le pire rôde partout. Certaines communautés déplacent leurs femmes vers des zones plus reculées, dans l'espoir que la distance serve de bouclier, mais la conquête est un filet. Plus tu bouges, plus tu risques de tomber sur un autre groupe armé, un autre allié, un autre poste de contrôle. Et pendant ce temps, les Espagnols commencent à s'installer. Ils ne sont plus seulement de passage, ils veulent rester. Ils veulent des maisons, des terres, des serviteurs, une société entière qui fonctionne. Pour eux, c'est à ce moment-là que la domination prend un rythme quotidien. Pas seulement les raids, pas seulement l'horreur ponctuelle, mais la normalisation. Des femmes assignées à des tâches, à des foyers, à des rôles imposés, des unions présentées comme légales, mais construites sur un déséquilibre total. Et surtout, la perte progressive du choix. Et c'est ça qui fait peur, si tu y penses. Parce que le drame n'est pas seulement dans l'événement, il est dans le lendemain, dans la routine de l'après. Le lendemain où une femme ne sait plus si elle appartient encore à sa communauté ou si elle a été absorbée par un monde qui l'appelle par un autre nom. Le lendemain où le corps devient un territoire occupé. Et tu vois comment tout se met en place. Au début, le chaos, puis la réorganisation, puis la domination qui se présente comme ordre. Et à partir de là, on entre dans le cœur sombre de l'histoire. Comment, concrètement, les femmes ont été utilisées comme butin, comme monnaie et comme arme. C'est exactement ce qu'on va affronter dans le chapitre 2. On va dire les choses clairement. Dans les conquêtes, la violence sexuelle n'est pas un détail. C'est une méthode de guerre, de terreur, de contrôle. Et après la prise de l'empire Inca, ce contrôle s'est exercé de plusieurs façons, certaines ouvertes et brutales, d'autres enveloppées dans des mots respectables. D'abord, il y a la logique du butin. Les conquistadors sont des hommes qui risquent leur peau, loin de chez eux, avec une promesse, la richesse et le statut. Et dans leur esprit, tout devient récompense. L'or, les terres, les serviteurs et les femmes. Certaines femmes sont prises de force dans la désorganisation. D'autres sont attribuées comme une part du butin, comme si on distribuait des objets. Et là, la question qui dérange, qui décide? Souvent, ceux qui tiennent les armes. Ensuite, il y a la logique du marchandage. Des alliances se font et se défont. Une communauté veut éviter un massacre. Un chef local veut prouver sa loyauté.
Un Espagnol veut une relation qui lui donne un ancrage. Et les femmes sont utilisées pour sceller tout ça. Un cadeau devient un contrat. Une jeune femme devient un symbole de soumission. Ce n'est pas seulement immoral, c'est stratégique. Parce qu'une femme intégrée de force dans une maison espagnole, c'est aussi une prise sur sa famille. C'est une manière de surveiller, de menacer, de tenir. Et puis, il y a une troisième logique, la respectabilisation. Certaines unions sont requalifiées en mariage ou en concubinage officiel. On met un vernis chrétien dessus. On fait comme si l'équilibre existait. Mais quand l'un des deux a le pouvoir de vie et de mort, est-ce que le consentement a encore un sens? Dans ce système, le statut change tout. Les femmes nobles peuvent être prises pour leur prestige, leur proximité avec l'élite, leur capacité à donner des héritiers utiles. Les femmes du peuple, elles, subissent souvent une violence plus anonyme, plus répétée, moins racontée, parce que personne ne l'écrit, personne ne la compte. Et c'est là que l'histoire devient insupportable. Ce qui n'a pas été écrit a pourtant existé. Pour comprendre l'ampleur du contrôle, il faut parler d'un mot qui revient tout le temps dans les sociétés coloniales, la maison. La maison, ce n'est pas seulement un lieu, c'est une structure de pouvoir. Qui y vit? Qui sert? Qui obéit? Qui est protégé? Qui est surveillé? Les femmes incas prises dans ce système deviennent souvent des domestiques, des concubines, des épouses imposées, parfois tout ça à la fois, selon l'humeur et l'intérêt du maître de maison. Et ce n'est pas toujours une histoire de brutalité visible. Parfois, c'est une histoire de piège. Une femme peut se retrouver dans une situation où refuser signifie mettre en danger sa famille, ou perdre l'accès à de la nourriture, ou être punie publiquement, ou être déplacée loin des siens. La contrainte, ce n'est pas seulement la violence directe, c'est l'absence d'alternative. Et dans cette réalité, la religion devient une arme à double tranchant. D'un côté, l'Église condamne certains abus, du moins en théorie. De l'autre, elle impose des normes qui peuvent enfermer encore davantage. Contrôle du mariage, condamnation des pratiques incas, culpabilisation de la sexualité et surtout, pouvoir administratif sur les vies. Le baptême, par exemple, peut être un acte de foi pour certains, mais il peut aussi servir de réécriture. Nouveau nom, nouvelle appartenance, nouvelle histoire officielle. Et quand une femme est inscrite dans ce monde-là, on peut la retirer de son cadre ancien plus facilement. Et maintenant, parle-moi des enfants, parce que c'est là que le contrôle devient générationnel. Les enfants nés de ces unions, voulues ou non, deviennent le symbole du nouveau monde. Pour les Espagnols, ils peuvent représenter une extension de leur influence. Pour les communautés incas, cela peut être une douleur, mais parfois aussi une stratégie de survie. Garder un lien, préserver une place, négocier une protection. Tu vois le vertige? La conquête transforme la maternité en terrain politique. Et ce n'est pas une formule. C'est une réalité qui élève l'enfant, dans quelle langue il grandit, sous quel nom, sous quelle religion. Tout ça décide de l'avenir. Donc oui, après la conquête, les femmes ont été prises, mais elles ont aussi été utilisées pour fabriquer un futur contrôlé. Et dans le chapitre 2, la question qui plane, c'est comment on brise un empire sans détruire chaque pierre? Réponse: on brise ce qui relie les gens entre eux. À ce stade, tu te demandes peut-être, est-ce qu'il y a eu des résistances? Est-ce que des femmes ont pu dire non? Oui, mais pas comme dans les films. La résistance, dans ce contexte, c'est parfois refuser une conversion. C'est cacher une sœur. C'est fuir la nuit. C'est mentir sur son identité. C'est protéger un enfant. C'est conserver des rites en secret. C'est survivre suffisamment longtemps pour transmettre quelque chose. Certaines femmes ont utilisé leur position entre deux mondes comme une forme de pouvoir fragile. Une femme qui connaît les codes des Espagnols, qui parle un peu leur langue, qui comprend leur peur, peut parfois négocier. Pas une liberté totale, mais un espace.
un souffle. Mais il faut être honnête, ce pouvoir est précaire parce qu'il dépend du bon vouloir de ceux qui dominent. Et dans un système colonial, le danger n'est jamais loin. Un changement d'autorité, un nouveau gouverneur, un nouveau prêtre, un nouveau soldat, et l'équilibre se brise. Une femme peut passer de protégée à cible en une journée. C'est pour ça que les sources historiques sont si frustrantes. Elles parlent souvent des femmes uniquement quand elles servent un récit masculin. La noblesse, les alliances, les héritiers, les conversions exemplaires. Les milliers d'autres disparaissent dans le silence. Mais ce silence n'est pas un vide. C'est une preuve de plus de l'injustice. Et c'est précisément là que le chapitre se referme sur une idée lourde. La conquête ne s'est pas contentée de prendre le territoire. Elle a pris l'intimité, elle a pris la famille, elle a pris le futur, et quand tu contrôles l'intimité, tu contrôles l'identité. Ce qui nous amène naturellement au chapitre 3, parce que là, on quitte l'urgence et on entre dans la durée. Comment l'ordre colonial a essayé d'effacer l'avenir inca, pas seulement par l'épée, mais par la morale, la loi, l'éducation et la réorganisation de la vie quotidienne. Si tu veux comprendre la vraie victoire coloniale, regarde ce qui se passe après la conquête, quand les cris se calment. Parce que la domination la plus efficace n'est pas celle qui frappe tous les jours, c'est celle qui devient normale. Dans les années qui suivent, les autorités coloniales et religieuses cherchent à remodeler la société. Villages réorganisés, obligations de travail, impôts et, surtout, encadrement moral. Et au centre, encore une fois, le corps et la vie des femmes. Les pratiques incas, mariage, rites, relations, traditions, sont souvent jugées païennes, immorales, dangereuses, alors on interdit, on punit, on surveille. Et ce contrôle n'est pas abstrait. Il s'applique à la chambre, à la maternité, à la manière de s'habiller, aux fêtes, aux chants, aux souvenirs. Tu peux imaginer le sentiment. Vivre dans un monde où tes gestes ordinaires deviennent suspects, où ta mémoire devient un crime. Et ça touche particulièrement les femmes, parce que dans beaucoup de sociétés, ce sont elles qui maintiennent la continuité intime. Les naissances, les soins, les rites domestiques, les histoires transmises à voix basse. Donc, si tu veux casser une culture, tu casses ces relais-là. Le baptême, les mariages validés par l'Église, les registres, les nouveaux noms, tout ça sert à fixer une nouvelle identité officielle. Et quand un enfant grandit avec un nom espagnol, dans un cadre chrétien, on ne change pas seulement sa religion. On change son destin social. Et pendant ce temps, les unions imposées, les rapports de domination continuent de souvent, même si on les maquille. On crée une société métisse, oui, mais il faut comprendre. Métisse ne veut pas dire égal. Ça veut dire mélanger, sous contrainte. Et c'est pour ça que parler de l'après, c'est essentiel, parce que c'est dans l'après que la conquête devient permanente. Mais au milieu de cette machine, il y a une chose que la colonisation ne réussit jamais totalement: effacer l'humain. Les femmes incas et leurs descendantes ne sont pas uniquement écrasées. Elles s'adaptent, elles se faufilent, elles gardent des fragments. Parfois, elles utilisent même le système colonial contre lui-même. Par exemple, certaines apprennent à naviguer les tribunaux, les règles religieuses, les contrats. Parfois, elles portent plainte. Parfois, elles réclament des droits de propriété, des héritages, des protections. Et même si le système est injuste, le simple fait de l'utiliser devient une forme de résistance. Et dans les maisons, dans les cuisines, dans les berceaux, la culture continue à respirer. Des mots que l'on murmure, des recettes, des gestes, des croyances qui se cachent derrière une façade chrétienne, des rites transformés pour survivre. Tu vois le paradoxe? L'ordre colonial veut contrôler la vie domestique, mais c'est précisément là que survit une partie de l'identité. Et pour les femmes, la survie est souvent un calcul permanent. Qui croire? Qui éviter? Qui peut aider? Quelle alliance est moins dangereuse? Comment protéger ses enfants? Comment se protéger soi-même? C'est une fatigue historique, une fatigue transmise,
Et les enfants, encore une fois, sont au centre, parce que la nouvelle société crée des hiérarchies. Naissance, couleur, statut, légitimité religieuse. Un enfant peut être à la fois un pont et un stigmate, un avenir et une douleur. Alors quand on demande « Qu'est-ce que les Espagnols ont fait aux femmes incas ?» la réponse n'est pas seulement une liste d'horreurs. C'est aussi une transformation profonde. La façon dont la féminité, la maternité et l'identité ont été prises dans une grille coloniale. Et cette grille, malheureusement, a laissé des traces longtemps après la fin des conquistadors eux-mêmes. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus difficile, l'héritage. Parce que les blessures de la conquête ne restent pas au XVIe siècle. Elles continuent sous forme de structures, inégalités, discrimination, violence normalisée, effacement des récits, honte imposée. Quand une histoire est racontée uniquement par ceux qui ont gagné, les femmes deviennent souvent des silhouettes, des épouses, des captives, des converties, pas des personnes entières. Alors, pour reconstruire une image plus vraie, il faut regarder les indices. Traditions qui persistent, récits locaux, traces dans les langues, dynamiques sociales, mémoire familiale. Et surtout, il faut accepter l'idée suivante. Certaines femmes ont été brisées, d'autres ont survécu, d'autres ont résisté, et beaucoup ont fait tout ça en même temps. Parce que la survie n'est pas un héros, c'est un chemin. Et peut-être que la question la plus glaçante, au final, c'est celle-ci. Si la conquête a réussi à transformer la société en contrôlant les femmes, alors qu'est-ce que ça dit de la manière dont les empires fonctionnent, partout, à toutes les époques? Ça dit qu'un empire ne s'installe pas seulement par la force. Il s'installe en réécrivant la famille, la filiation, le désir, la honte, la loi. Et quand tu comprends ça, tu vois la conquête autrement. Tu ne vois plus seulement des batailles, tu vois une prise de contrôle sur l'intime. Et c'est ce qui rend cette histoire si dérangeante. Elle n'est pas loin. Elle ressemble à un mécanisme qu'on a vu se répéter encore et encore sous différentes formes.